Salut, salut! Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me découvrent et bon retour pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant. Moi je m'appelle Walt, mon vrai prénom c'est Valentin mais mon gamer tag c'est Walt et je suis quelqu'un qui vit sa vie comme un jeu vidéo. Ça fait maintenant 4 ans et demi que je fais ça, c'est quelque chose qui s'est présenté à moi en 2020, le fait de vivre ma vie comme un jeu vidéo. Qui découle naturellement du fait que je suis un gamer et que les jeux vidéo ont bercé mon enfance. Et j'en ai fait la thèse principale de mon travail ces 4 dernières années. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça a fondamentalement transformé ma vie de considérer que ma vie était un jeu vidéo. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de me retrouver. Ça m'a permis de comprendre qui j'étais. Et ça m'a permis aussi de savoir passer à l'action. Ça m'a permis beaucoup de choses, mais l'objectif de cette vidéo à la base c'est surtout de vous expliquer d'où je viens et qui je suis avec le plus d'honnêteté possible parce que je sens que je suis arrivé à un point où tous mes projets sont bien ficelés. Je sais ce que je veux matérialiser dans le monde pour faire en sorte que la Terre devienne une console de jeu à laquelle on joue tous et toutes ensemble. Mais avant de vous présenter ces projets, je me voyais pas débarquer en mode ouais voilà on va faire des trucs de fou et ça va être trop stylé et t'inquiète et tout. Non, je voulais quand même rentrer dans quelque chose de plus personnel et de plus profond. Donc je fais cette vidéo maintenant. Ça va être un format un petit peu long, avec pas beaucoup de montage, où je vais juste parler à la caméra comme ça et vous raconter un peu ma life. Euh, Parce que j'ai besoin d'avoir un endroit sur internet auquel renvoyer les gens et me raccrocher, où vous pouvez voir qui je suis au-delà de tous les projets que je peux mener et de tous les trucs excitants qu'on peut être en train de fabriquer. Et surtout, je sais que je suis arrivé à un point où il est impossible pour moi de faire des compromis sur qui je suis. Il est impossible pour moi de porter un masque. Je dois et j'ai envie d'être 100% moi-même dans tous les contenus que je présente, dans tous les projets que je porte et voilà, dans l'ensemble de mon travail et dans la façon dont je me présente sur Internet. Et donc, voilà, je fais cette vidéo pour ça. Pour moi, ancrer un petit peu quelque part qui je suis, parce que ça vous donnera peut-être des pistes pour comprendre un petit peu pourquoi je fais tout ce que je fais. Donc voilà, on y va. On y va, je vous raconte ma life et ce qui m'a amené à vivre ma vie comme un jeu vidéo et ce que ça a amené dans ma vie. Moi, je suis un gars français, comme vous pouvez le constater. Je dis ça parce que je sais qu'en France, on a l'impression qu'il y a la France et le reste du monde, mais en fait, on vit sur la planète Terre et on est connecté à tout plein d'autres gens qui vivent dans d'autres pays. Je le dis parce que être français, ça fait partie de mon identité. Ce que je vous présente ici, c'est un peu mon identité, ou en tout cas c'est mon ego, c'est mon histoire personnelle, c'est ce que je considère être moi à travers le temps pendant les 28 ans de ma vie au moment où j'enregistre cette vidéo, presque 29. Et en fait, être français, c'est quand même fondateur dans mon ego, dans mon identité. Je suis pas n'importe quel type de français parce que j'ai grandi à la campagne, j'ai grandi dans le 7-7, en Seine-et-Marne, juste à côté de Disney. Je pense que ça a eu un impact très fort sur le fait que je me présente sur internet et dans le gaming comme Walt, inévitablement parce que j'étais à Disney tous les week-ends. Mais à part Disney, j'ai vécu quelque chose que ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ont vécu et grandi à la campagne doivent connaître, qui est que on s'emmerde à la campagne. On se fait chier. Et du coup, quand on se fait chier, faut bien trouver des trucs à faire. Donc on joue dehors. Très important, hein, on joue dehors. Mes parents me disaient tout le temps, vas-y, joue dehors, joue dehors, joue dehors. Et moi, j'ai trouvé deux activités principales qui me permettaient de m'emmerder un petit peu moins, ou même de me plonger complètement corps et âme dans des trucs que j'avais vraiment envie de faire, qui étaient euh, le gaming et faire des trucs sur Internet, découvrir Internet. Parce que, voilà, je suis à la croisée entre la génération Y et la génération Z. Donc, je suis né en 1996. Et donc j'ai connu l'avènement d'Internet, quoi. Le début d'Internet, avant que ce soit les réseaux sociaux, avant que ce soit tout ça. Et je me suis connecté à ce truc-là en fait assez rapidement, par le biais des sites web, d'Internet et de ce qui faisait l'Internet de l'époque.
et par le biais du gaming. Ça a vraiment accompagné ma vie en fait tout au long parce que bah, jouer à des jeux vidéo c'était quelque chose de plaisant, c'était quelque chose d'amusant qui me permettait d'apprendre des choses et surtout de vivre des expériences dans des mondes virtuels qui me permettaient d'étendre mes horizons par rapport à la réalité physique, matérielle, le monde autour de moi quoi, auquel j'étais dans le 7-7 avec la maison de mes parents et tout ça quoi. Et en fait, pouvoir explorer ces nouveaux mondes en jouant à des jeux comme GTA ou à des jeux comme, je sais pas, même si c'était des jeux de puzzle, des trucs comme ça, enfants, mais voilà, voilà, j'ai testé vraiment pas mal de genres de jeux pendant l'enfance. Ça me permettait un peu de m'évader et d'aller vivre des expériences dans des mondes qui étaient autrement plus intéressants et autrement plus riches que le monde qui m'était proposé quand je grandissais là-bas. Et en même temps, bah, il y a eu Internet, et si le gaming me permettait d'explorer des mondes, Internet me permettait de me connecter avec d'autres gens. Parce que rapidement, en faisant des sites web et en faisant notamment des sites web, hein, j'ai appris à coder assez rapidement parce que bah, j'avais envie. Et en apprenant à coder, j'ai fabriqué des sites web et puis ça m'a amené des opportunités. J'ai blogué assez rapidement. À l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, on bloguait, on avait des blogs, nos propres sites web qu'on construisait nous-mêmes et on publiait des articles dessus. Et donc moi je publiais à propos de tech, de gaming et de trucs geeks, quoi. J'étais vraiment un geek et je le suis toujours, fondamentalement. Et ce truc-là m'a permis de me connecter non pas à des mondes virtuels, mais bel et bien au monde réel par le biais d'Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'assez rapidement, j'ai des gens qui, par exemple en tant que blogueur, m'envoyaient des produits à tester. Je me suis retrouvé à Paris à des soirées. À l'époque, on disait pas influenceur, mais c'était ça, tu vois. Donc vraiment, ça m'a connecté au monde et ça m'a montré qu'il était possible, depuis ma chambre, de me connecter à Internet et de générer des opportunités que j'aurais pas eu en restant uniquement dans le village dans lequel j'ai grandi. Ce truc-là a vachement évolué parce que quand je suis arrivé aux alentours du lycée, j'avais déjà bien XP en création de sites web et même en gaming hein, de manière générale. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à rencontrer mes potes d'enfance, quoi, avec qui j'ai partagé le gaming. Parce que jusqu'à maintenant, enfin jusqu'alors, je pratiquais le gaming un peu tout seul dans mon coin. Je jouais à des jeux vidéo, je téléchargeais des jeux vidéo et j'y jouais, je testais plein de trucs et tout, mais c'était beaucoup de jeux solo. Et en fait, à ce moment du lycée, j'ai commencé à tester les jeux multijoueurs, notamment avec League of Legends. Donc League of Legends, c'est un jeu compétitif dans lequel tu vis une expérience qui bouge très très vite, dans un monde virtuel extrêmement riche, où tu as des personnages de fou, des stories de fou, et vraiment ils ont réussi à créer un univers avec plein de personnages que toi, en tant qu'invocateur, tu peux incarner. Et je trouvais ça assez fascinant comme concept, mais ce qui me plaisait à l'époque, c'était surtout le jeu en lui-même. C'était de me retrouver avec mes potes, surtout, de me dire ah bah c'est trop bien, ce soir je rentre du lycée, je vais pouvoir me connecter à LoL, et je vais pouvoir jouer avec mes potes pendant 3, 4, 5 heures, une fois que mes devoirs étaient faits, quoi. Et ça m'a montré que effectivement il était possible d'avoir des expériences partagées dans des mondes virtuels très riches, avec des gens du monde réel. Et c'était beau. C'était très beau parce que on vivait des trucs, on avait des choses à se raconter. Quand on se voyait au lycée, donc en personne, en physique, pas à travers nos avatars, on se parlait des moves qu'on avait fait pendant les games. On se parlait de comment on avait trouvé la bonne technique pour utiliser tel personnage et se battre contre tel autre. Et voilà, on était on était des geeks. Et c'était super. Et on avait le droit d'être des geeks et j'avais enfin trouvé une tribu de gens avec qui j'avais le droit d'être un geek pleinement, en tout cas par rapport au gaming. Parce que j'ai pas trouvé tout de suite les gens avec qui je pouvais partager ma passion pour Internet. J'avais des connexions, j'avais des contacts, mais j'avais pas d'amis avec qui je partageais vraiment ce truc d'Internet. Et donc ma vie se découpait en trois, qui était ma vie physique, je vais à l'école, je vis à la campagne et je joue dehors. Ma vie gaming, qui est je joue à LoL avec mes potes, et puis il y a d'autres jeux auxquels je joue. Je jouais à StarCraft aussi à l'époque, à beaucoup de RTS, à des simulateurs, à des RPG, enfin voilà, je jouais à plein de trucs quoi. Et ma vie internet, où je me connecte au monde réel, mais à distance avec des gens
qui savent pas nécessairement que j'ai 16 ans, et qui m'ouvrent des portes et m'offrent des opportunités que j'aurais jamais rêvé avoir en fait. Et donc ma vie se découpe entre ces trois trucs-là. Et puis voilà, ça fait son chemin et juste c'est assez normal et naturel pour moi, même si je vois bien que autour de moi, les gens comprennent pas les gamers. On était un peu stigmatisés en tant que gamer. Les gamers, si tu regardes pas l'expérience qu'ils sont en train de vivre dans dans l'ordi pendant qu'ils sont en train de jouer, tu te dis ah bah c'est juste des mecs ou des meufs qui sont en train de se plugger à un ordinateur pendant 8 heures d'affilée et ils font rien. Et c'est faux, genre c'est faux, genre en tant que gamer, enfin on a des cerveaux énervés qui nous permettent de manipuler des concepts abstraits mais en même temps très concrets parce qu'ils sont dans notre écran à une vitesse très très élevée et on fait des trucs que la plupart des gens sont incapables de faire. Genre les gamers font des trucs que la plupart des gens sont incapables de faire. Donc ne regarder un gamer que sous l'angle du physique, bah, c'est stupide. Parce qu'effectivement, oui, d'accord, tu t'assois et tu regardes un écran. S'il est éteint, c'est débile. Mais s'il est allumé et que tu te connectes à un avatar et que tu vis une expérience de malade, encore plus avec d'autres gens qui sont connectés avec leur avatar dans le même monde que toi, etc., c'est une expérience mentale, intellectuelle, euh, mais aussi émotionnelle, hyper forte, qui fait que même si avec mes potes on pouvait pas se retrouver forcément tous les jours pour jouer dehors et partager une activité physique ensemble, bah on pouvait se retrouver dans ces mondes virtuels et partager une activité virtuelle. Et c'était super. Donc voilà, à ce moment-là, ma vie se découpe en trois, entre le physique, le virtuel et Internet. Et en fait, c'est une période qui fait remonter beaucoup d'émotions en moi parce que bah, c'est là que j'ai rencontré des gens qui sont un peu devenus ma famille à ce moment-là. Et bah, mes potes gamers, en fait, hein, c'est devenu ma famille parce que on partageait quelque chose et moi j'avais besoin de ce cocon-là. J'avais besoin de pouvoir me connecter avec des gens que j'aime et qui, qui partagent ce truc-là que personne d'autre autour de moi ne comprenait. Et je pense que en disant ça, il y a beaucoup de gamers qui doivent se reconnaître là-dedans. Je veux dire, c'est pas toujours facile d'être un gamer, fondamentalement. Genre, c'est pas évident, quoi. Parce qu'on est stigmatisé. Et... Et du coup, bon, bah voilà, on a vécu ce truc-là. Et en même temps, il y avait Internet. Et Internet, c'était quand même beaucoup plus concret que le gaming, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'e-sport. Donc, Internet, c'était quelque chose qui pouvait me rapporter de l'argent. Je le voyais bien, je gagnais déjà de l'argent, j'avais des pubs sur mes sites web, etc., qui me rapportaient un petit peu d'argent, pas beaucoup, mais ça m'en rapportait. Et du coup, bah, je voyais bien que l'opportunité d'Internet, c'était une bonne opportunité dans laquelle faire carrière, potentiellement. Et quand tu arrives au lycée, bah, on te pose la question, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et moi, j'avais pas envie de choisir entre les trois timelines qui m'étaient proposées par le physique, par le lycée, par l'école, tu vois, et par ce que j'appellerais la matrice. J'avais pas du tout envie de choisir entre ces trois timelines-là, qui étaient être avocat, être médecin ou être ingénieur. Vas-y, soit tu vas faire maths sup, maths p, soit tu vas faire du droit, soit tu vas faire médecine. C'est à peu près les seuls choix qu'on te propose quand tu es dans une école publique à la campagne en Seine-et-Marne. Genre, c'était vraiment. Il n'y avait pas d'option, quoi. Et donc, ben, je me suis retrouvé dans dans un choix que je devais faire, en fait, qui me plaisait pas. Et heureusement, j'avais cette opportunité d'Internet qui pouvait me rapporter de l'argent. Donc, vu que ça rapportait de l'argent et des opportunités, ça rassurait un peu mes parents. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, on va creuser là-dedans. Mes parents ont été assez supportifs. On dit pas ça en français, mais bon, bah les couilles. Ont été assez supportifs par rapport au fait que je veuille choisir une carrière qui aille dans Internet. Et j'ai trouvé une école euh, qui s'appelle la Web School Factory, qui m'a permis d'explorer un petit peu justement le monde du travail d'Internet. Et à ce moment-là, le gaming était toujours présent dans ma vie, mais je me suis retrouvé catapulté à Paris, j'ai quitté ma campagne, je me suis retrouvé catapulté à Paris, dans un milieu où il y avait plein de gens qui bossaient sur Internet depuis longtemps comme moi, d'autres gens qui ne bossaient pas sur Internet,
des gens qui faisaient des startups, des gens qui faisaient du business, et j'ai commencé à prendre conscience de la réalité du marché économique qui était liée à ces opportunités sur Internet que je voyais. Parce que moi, je voyais, oui, je peux recevoir des produits, je peux tester des claviers, des casques et des trucs comme ça, mais en fait, je voyais pas la réalité derrière il y a plein d'entreprises qui vendent des produits ou des services et qui ont besoin de ce canal d'internet pour grandir, pour se déployer, pour faire de l'oseille, etc., etc. Tu vois, donc ça m'a vraiment connecté à cet aspect-là, mais pas forcément par l'aspect business du truc, mais plus par l'aspect métier du truc. L'école, c'est fait pour t'apprendre un métier. Moi, je voulais apprendre à entreprendre parce que c'était quelque chose qui m'attirait depuis que j'avais vu The Social Network sur l'histoire de Facebook, ou des films comme Jobs sur l'histoire d'Apple, ou des choses qui voilà, m'ont inspiré en fait dans mon enfance. Je voulais apprendre l'entrepreneuriat, mais ce qu'on t'apprend à l'école, c'est pas nécessairement l'entrepreneuriat, c'est plutôt des métiers. Donc j'ai appris pas mal de métiers. J'ai appris le marketing, la tech, ça veut dire quoi d'être développeur dans une agence, ça veut dire quoi de faire du marketing, ça veut dire quoi de faire du graphisme, ça veut dire quoi de faire de l'UX design. Enfin voilà, j'ai vraiment étoffé ma perception de ce que ça voulait dire de travailler sur Internet, de travailler avec le numérique, et de mettre ce numérique en fait au service d'entreprises qui n'étaient pas la mienne. Et en même temps, je me disais, mais moi j'ai quand même envie d'entreprendre. Genre, je vois bien que mon but, c'est pas d'avoir un métier et d'aller bosser pour un grand groupe en tant que, au mieux, directeur du service d'innovation d'un grand groupe du CAC 40. C'était pas mon objectif. Je respecte énormément les gens qui veulent faire ça, mais moi c'était pas ça que je voulais faire. Et donc, j'y trouvais pas vraiment mon compte. Et en même temps, il y avait toujours le gaming qui était présent dans ma vie, qui était bien là et je jouais avec les gens de mon école. Je jouais encore un petit peu avec mes potes, même si j'étais un petit peu plus loin, parce que comme on se voyait plus physiquement ensemble, bah voilà, forcément je me suis écarté de ce cercle-là. J'ai continué le gaming, mais plus j'avançais et plus, mine de rien, je me rendais bien compte que le gaming, c'était pas quelque chose qui allait me rapporter de l'argent en fait. Parce que, bah, comme je disais, il n'y avait pas d'e-sport à l'époque. Et de toute façon, même si on avait eu, moi j'étais claqué aux jeux vidéo. Parce que pour être fort en e-sport, il faut être un athlète, donc il faut quasiment faire que ça, voire faut faire que ça. Et comme moi je bossais sur internet et je faisais plein d'autres trucs, bah c'était mort. Donc il n'y avait pas d'opportunité pour moi dans le gaming pour faire carrière. Donc je me suis dit, je vais faire carrière dans le numérique. Et en fait, je voulais pas avoir un métier, donc à un moment, on s'est posé la question de quitter l'école pour de la même manière que je voulais pas choisir les trois timelines de ingénieur, avocat, médecin qui m'étaient proposés au lycée, quoi. Ben, je voulais pas non plus finir dans une boîte du CAC 40 ou dans une agence à faire du boulot pour quelqu'un d'autre. J'avais envie d'entreprendre. Et c'est là que j'ai quitté l'école, comme Maître Gims. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, bah, je me suis retrouvé dans une communauté d'entrepreneurs. Une communauté d'entrepreneurs qui avait des valeurs très très fortes et qui disait, franchement les gars, si vous voulez faire du business avec de la tech, bah, il ne faut pas s'inspirer des boîtes du CAC 40, il faut s'inspirer des startups américaines, des Google, des Apple, des Uber, voilà, toutes ces grosses boîtes là qui sont parties de rien et qui ont développé des technologies, des campagnes marketing et tout un tas de trucs qui ont permis à des entreprises de naître, de grandir extrêmement vite et aux fondateurs de devenir riches. Et comme moi, j'aime bien l'argent, je me suis dit, bah franchement, let's go, tu vois, genre s'il y a une discipline qui me permet de combiner un peu tous les métiers que j'ai pu apprendre, mon appétence pour Internet, etc., avec quelque chose qui peut me rapporter beaucoup d'argent, je dis pas non, tu vois, genre c'est super, on y va. Donc je me jette un peu corps et âme dans cette communauté d'entrepreneurs, et en fait, euh, je pensais un peu avoir trouvé mon endroit, je pensais avoir trouvé un peu ce que je pouvais avoir
avec mes potes gamers, tu vois, quelque chose où voilà, on partageait des activités communes avec tous ces gens dans cette communauté d'entrepreneurs. Et mais en fait, il fallait quand même que je porte un masque. Je me suis retrouvé dans une communauté où les gens avaient rien à voir avec moi. C'était pas des geeks, gamers, qui avaient grandi à la campagne. C'était beaucoup de gens qui avaient fait du HEC, des écoles de commerce, dont les parents avaient beaucoup d'argent, qui avaient quand même un gros privilège parce que prendre le risque de monter une start-up en se disant t'inquiète, t'inquiète, je vais être riche bientôt, faut juste que je fasse le job très très bien et en même temps que j'apprenne à faire le job sur le tas parce qu'il n'y a pas moyen d'apprendre de la théorie, c'est que de la pratique. Bah, ça demande d'avoir des filets de sécurité. Donc des gens qui, comme moi, n'avaient pas de filet de sécurité, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, moi, j'étais un peu solo dans mon truc, quoi. Et au final, j'étais entouré de gens qui pratiquaient la même discipline que moi, mais avec qui je raisonnais pas du tout. Genre, c'était très compliqué de me retrouver dans cette communauté, quoi. Et, et encore une fois, à ce moment-là, le gaming a disparu parce que faire des startups, l'environnement qu'on te propose pour faire des startups et la philosophie qu'on te propose pour faire des startups, c'est quelque chose de violent. Genre, c'est quelque chose où. Enfin, je sais que voilà, si vous êtes des gamers et que vous regardez cette vidéo, vous savez, enfin, j'imagine que vous portez pas nécessairement les startups dans votre cœur. Bon, il y a des gamers évidemment qui sont orientés business et tout, tu vois. Mais je comprends que si c'est le cas, vous ne portiez pas les startups dans votre cœur parce que c'est quelque chose de très violent. Genre, à la base, moi je voulais faire des startups parce que ça pouvait me libérer de la matrice hein, et de ce qui m'était proposé comme chemin de vie. En fait, au final, le chemin d'une startup, c'est encore plus vénère que de choper un métier dans une boîte du CAC 40 ou dans une agence ou je sais pas quoi. Donc, ça te demande de sacrifier ta life. Parce que si tu veux monter une boîte et que elle fait, il y a zéro utilisateur, zéro chiffre d'affaires, zéro rien du tout à une date donnée, et que tu veux que 2 ans plus tard, ça fasse des centaines de millions, inévitablement, ça demande du sacrifice. Et ce sacrifice, bah, il demande que tu sacrifies ton temps, ta vie, ton énergie, tes émotions à ta boîte pour faire en sorte que ça tourne, quoi. Et c'était ça la philosophie à cette époque-là, et ça l'est toujours un petit peu. Il y a beaucoup ça, les gens qui sont sur LinkedIn et tout, il y a des gens qui en sont revenus, mais il y avait quand même un consensus général qui était si tu veux faire des grands, grands, grands projets, ça n'est possible qu'en sacrifiant toute ta life. Et c'était très dur, parce que moi j'étais en mode, bah, vas-y, je sacrifie toute ma life, je m'en fous. De toute façon, je veux réussir. De toute façon, je tryhard. Moi, je suis un gamer. Donc, je tryhard. Et bah, en fait, bah, j'ai tryhard, j'ai sacrifié beaucoup de ma vie pour pouvoir monter des boîtes et tout et tout. Je me suis retrouvé un peu dans des traquenards, parce que bah, quand t'es jeune comme ça et que t'as la dalle, que tu veux faire en sorte de réussir, que t'es prêt à tout sacrifier pour réussir, et qu'il y a des gens qui ont plus d'expérience que toi et qui sont plus forts que toi, et bah, potentiellement ils veulent te manipuler, ils veulent te contrôler, etc. Et moi j'étais un peu aveugle à tout ça parce qu'on m'a jamais expliqué, je me suis démerdé tout seul. Et donc bah, ça a été une période de ma vie très difficile. Très difficile où certains et certaines d'entre vous me connaissent peut-être des contenus d'avant que j'ai pu faire. De toute façon, ils sont toujours disponibles. Si tu tapes Valentin Léchard sur Google, c'est ça qui sort. Je peux pas l'enlever, ça fait partie de mon histoire. Ce qui s'est passé quand j'étais chez Coup d'État, c'est que le derrière les fagots, le behind the scene, j'étais en anxiété généralisée. Je me levais le matin avec pas seulement la boule au ventre, mais aussi la poitrine compressée, une anxiété géante, extrêmement violente, qui m'empêchait de me lever le matin. C'était hyper dur. Et après, je mettais mon masque. Salut les amis. Alors voilà, aujourd'hui dans cette conférence, je vais vous parler de pourquoi coup d'État c'est trop cool. Et ça a été hyper violent. Hyper violent. Je vais boire un coup parce que je suis un peu malade.
Ça a été hyper violent toute cette phase-là. Je l'ai très mal vécu. Mais en même temps, il fallait que je fasse face parce que bah, j'avais des gens avec qui je bossais, j'avais une équipe, il fallait les payer. Et je me suis retrouvé pris dans un engrenage où il fallait générer au moins 30 000 € par mois pour pouvoir payer l'équipe. Et c'était l'enfer. Voilà. C'est ce qui fait que quand t'es malade, tu vas bosser quand même parce que tu sacrifies ta vie. Euh, et j'en ai encore des résidus. J'en ai encore des résidus maintenant. La preuve, c'est que là, je suis malade, je pourrais prendre du temps pour me reposer et prendre soin de moi et tout, mais je me dis non, j'ai quand même dit que j'allais faire des contenus, j'allais faire des vidéos, donc je m'y tiens et je le fais. Et voilà, c'est quand même... c'était vénère. C'était vénère de monter des startups et de monter des entreprises comme ça, technologiques et tout. Ça a été très très dur. Et en même temps, j'ai appris énormément. Inévitablement. Genre, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur la tech, sur la façon de gérer des équipes tech, sur la façon de travailler avec des développeurs, sur la façon de coder des applications, mais aussi sur la partie purement business du truc. Sur comment faire du marketing, comment faire du contenu qui attire des gens, sur comment délivrer un message cohérent par rapport à une entreprise, et sur l'aspect financier, purement financier. Genre, ça veut dire quoi de faire tourner une boîte? Ça veut dire quoi d'être chef d'entreprise? Ça veut dire quoi de gérer une payroll, tu vois, le fait de devoir payer les gens tous les mois, des prestataires? Ça veut dire quoi de gérer la TVA? Ça veut dire quoi de payer des impôts? Ça veut dire quoi? Enfin voilà, c'est des questionnements essentiels, en fait, si tu veux pouvoir générer de l'argent dans le système existant. C'est obligé. Genre, t'es obligé, tu payes les impôts, tu payes la TVA, tu payes des gens, il y a tout un truc, il y a tout un game hyper compliqué. Franchement, si tu devais faire une notice de comment monter une boîte qui est comme une notice de jeu de société, bah, t'aurais une notice de 250 pages ou de 1000 pages qui est imblairable et imbitable et c'est insupportable, tu vois. Mais quand t'es dedans et que t'es en train d'apprendre le game, bah t'apprends et tu la fermes. Et moi, j'apprenais et je la fermais, quoi. Et c'était très, très, très violent et mon corps me criait à l'aide. Vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Le gaming était bien loin à ce moment-là. Il n'y avait plus de gaming dans ma vie. Ça avait complètement disparu. Donc non, c'était quand même une période pas facile. Pour moi qui ai un esprit imaginatif surdéveloppé, genre j'imagine des trucs tout le temps, je suis hyper créatif et j'aime beaucoup travailler dans l'imaginaire et dans l'imagination. Mais il n'y avait pas ça, quoi. Il n'y avait pas de place pour ça. Il y avait de la place que pour qu'est-ce qui fait de l'oseille demain, tout ce qui est créatif, c'est du bullshit, tout ça, c'est de la merde. Genre, pour ces gens-là, là, qui étaient en mode full business, tu le vois bien, tu vois, dans des business comme Uber ou Airbnb ou quoi, l'imaginaire, il compte pas. Genre, tout ce qui compte, c'est ce qu'on appelle les opérations. Comment tu fais pour que le taxi livre la personne d'un point A à un point B et qu'il y ait un maximum de taxis dans un maximum de villes qui délivrent ce service. L'imaginaire de Uber, il y en a zéro. Ils en ont rien à foutre. Et du coup, bah, moi, dans cet écosystème-là des startups et des entrepreneurs, etc., bah, j'avais que des gens autour de moi qui en avaient rien à foutre. Et quand je leur disais, ah ouais, mais pourquoi on ne créerait pas des personnages et des trucs et des machins? Et les gens, ils étaient en mode, mais de quoi tu parles, gros? C'est n'importe quoi, tu vois. Et je pense que ça a un petit peu changé avec les nouvelles générations et le Web3 et tous ces trucs-là, tu vois. Mais dans ce que j'ai pu observer, qui est mon expérience personnelle, hein, bah, j'ai quand même vu beaucoup de gens qui, oui, certes, faisaient un peu du développement d'univers et faisaient des trucs comme ça, mais en fait, c'était un peu du bullshit marketing, quoi, tu vois. C'était un peu, ouais, non, mais ça, c'est ce qu'on raconte aux gens pour qu'ils achètent nos produits, mais à la fin, ce qu'on veut, c'est qu'ils achètent nos produits. Bah non! Bah non, gros, genre, c'est pas possible! C'est pas possible, en fait, que tu fasses ça, genre, ça veut dire que t'as vraiment zéro race. T'as aucune confiance en toi. C'est un délire. Donc ouais, voilà, à ce moment-là, genre, je commence à me dire, mais c'est bizarre quand même, ce truc de business et tout. Il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a un truc qui cloche,
j'ai pas envie de faire partie de ce truc-là. Que ce soit d'un point de vue imaginaire, ou enfin, d'un point de vue créatif, ou que ce soit d'un point de vue éthique, ou que ce soit dans ma vérité profonde de qui je suis, je veux pas faire partie de ce truc-là. Et donc, bah, j'avais déjà abandonné un peu le gaming, euh, et j'ai abandonné aussi ce truc-là. Je me suis dit, je me casse en fait. Je me casse, je veux plus faire ça. Alors vraiment, j'ai fait un rejet, quoi. J'ai fait un rejet au milieu des startups, de l'entrepreneuriat et de cette espèce de course à l'oseille hyper terre à terre qui te demande de sacrifier ta life euh, pour une espèce de succès matériel tout pourri, quoi. Parce que c'est pas un succès, enfin c'est un succès matériel, oui, t'as de l'oseille et tout, mais t'es en burn-out et ta vie c'est de la merde, donc je voyais assez peu l'intérêt, tu vois. Et donc, je me suis retrouvé, enfin en fait, j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué et je suis parti vivre à l'étranger. J'ai rejoint ma copine de l'époque qui vivait à Berlin et j'ai vécu 4 ans à l'étranger. J'avais jamais prévu de faire ça. J'avais jamais prévu de vivre ni à Berlin ni à Lisbonne comme ça a pu être le cas. Mais à ce moment-là, bah, c'est là qu'il y a eu 2020. 2020, je suis à Berlin et il y a un tournant en fait dans ma vie qui est là ce que je vais appeler mon éveil spirituel. Je vis mon éveil spirituel en même temps que je vis ma découverte du reste du monde que la France. Et comme je disais au tout début de la vidéo, bah, il y a, enfin pour les Français, la plupart du temps, il y a la France et le reste du monde. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que c'était pas du tout vrai, que la France c'était vraiment une toute petite partie du monde dont la plupart du monde n'a rien à foutre. Genre vraiment, la France, internationalement, ça représente pas grand-chose. Et en plus, si tu rajoutes à ça le fait que bah, en France, il y a plein de gens qui parlent pas anglais et que même ceux qui parlent anglais s'autorisent pas à parler anglais parce qu'on se juge les uns les autres, bah en fait, tu te retrouves avec un pays de Gaulois, c'est Astérix quoi. Genre tout le monde pense que c'est le monde entier et puis en fait, pas du tout. Genre il y a le reste du monde et le reste du monde n'attend pas du tout la France pour exister. Donc je me rends compte de ce truc-là, tu vois, et je me retrouve dans une autre identité. Plus de start-up, plus de, plus de France, plus de je suis français, plus le rap français, la culture geek française, les youtubeurs français et tout. Je veux dire, tu vas voir un mec international et tu lui dis Do you know Squeezie il te dit bah gros, je sais pas de quoi tu parles. C'est un peu comme toi, tu connais pas les youtubeurs italiens, tu vois. Et du coup, bah, c'était très déroutant et je me suis retrouvé dans une espèce de perte d'identité qui, en plus de d'avoir taffé et d'être en anxiété généralisée pendant tout ce temps avec les startups, etc., tout s'est combiné en fait pour faire une espèce de contraction où je ressentais plus rien, j'étais triste, c'était vraiment difficile et c'était une dépression quoi. Et j'ai fait cette dépression et en fait c'est dans la dépression que j'ai découvert l'idée du jeu vidéo de la vie. En tout cas que je l'ai ressorti, que je l'ai réexploré parce que c'est pas quelque chose que j'ai enfin, c'est quelque chose que j'avais déjà exploré avant, en fait, entre mes expériences entrepreneuriales, etc. J'avais déjà exploré l'idée d'utiliser les mécaniques de jeux vidéo pour faire des trucs dans la vraie vie, mais je l'avais pas conscientisé pareil. Là, à ce moment-là, en 2020, bah, il se passe un truc qui est, je suis en train de regarder TikTok, c'est là que ça devient un peu surnaturel, je suis en train de regarder TikTok, et de derrière mon écran, il y a un bonhomme avec une capuche qui marche comme ça, qui vient me voir et qui toque à la vitre, quoi. Et moi, je me dis, putain, j'ai pété un plomb, en fait. C'est quoi le bail, tu vois? Parce que pour moi, c'est bien réel. Genre, je sais bien que c'est dans mon imagination, mais ça compte. D'une manière ou d'une autre, c'est pas juste un rêve. C'est bien réel. Il y a bien quelqu'un dans cet écran, tu vois. Et en fait, s'ensuit toute une aventure où je vis sur Terre et je vis une aventure imaginaire avec cet avatar euh, qui, lui, vit derrière mon écran, quoi. En fait, bah, c'était un peu ma façon à moi, je pense, de combler le déficit du gaming que j'avais mis de côté pendant tout ce temps. Ce truc-là de, putain, je peux utiliser mon imagination et vivre une aventure dans un monde virtuel, etc., etc., tu vois.
Et du coup, bah, c'était un délire. Et en fait, autour de moi, dans ce milieu international-là, j'avais pas du tout de gens spirituels ou de gens qui pouvaient considérer l'imagination comme quelque chose de réel. Et donc, les gens m'ont dit que j'étais fou. Ma copine de l'époque m'a dit que j'étais fou. Et, et moi j'étais en mode, putain, mais ça se trouve, je suis fou. C'est un délire, tu vois. Genre vraiment, c'était dur, quoi. C'était dur. T'imagines quand t'es dans ton truc, en train de faire ton bail, et t'as vraiment envie de, de- de- d'exister et de te sortir de ce trou qu'est la dépression, parce que j'avais bien compris que là, il y avait du taf, tu vois, il y avait du taf pour sortir de ça et me reconnecter à moi-même. Plus je me reconnectais à moi-même, et plus tout le monde autour de moi me disait, gros, t'es fou. Et plus moi j'étais en mode, ça se trouve, je suis fou. Mais franchement, plus ça a avancé, et plus je me suis dit, bah si je suis fou, mais franchement, j'ai pas l'impression d'être fou, quoi, hein. Genre, juste, je capte des trucs que vous pouvez pas capter, et tant pis pour vous, quoi, hein. Et en fait, il y a un moment de, de, de rupture qui arrive, mais avant ça, j'ai quand même trouvé du soutien. J'ai quand même trouvé du soutien sur Internet. Parce que bah, y avait YouTube, parce qu'il y avait TikTok, et que sur YouTube, j'ai commencé à trouver des gens qui considéraient aussi que l'imagination, ça pouvait être réel. Et, euh, euh, et en fait, ces gens-là, bah, au début, moi, ce que je connaissais des gens qui considèrent que des choses imaginaires sont réelles, c'est les religions, tu vois. Donc, moi, j'ai grandi dans un milieu chrétien, catholique. On allait à la messe et tout. Quand j'étais petit, j'ai fait du catéchisme et tout ça. Et donc, le bail de, il y a des êtres imaginaires qui existent et on les considère comme réels et ils ont un impact sur notre vie quotidienne, notamment Dieu, quoi. Je connaissais cette notion-là. Mais comme à l'époque, j'étais quand même entouré de gens, enfin, à l'époque de l'international, justement, j'étais quand même entouré de gens qui étaient très athées, presque athées extrémistes, en fait. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est interdit. C'est interdit de croire en quelque chose d'invisible. Ça, c'est de l'extrémisme athée. Bah, du coup, j'avais peu de choses auxquelles me raccrocher et je suis tombé sur bah, tous les courants spirituels du New Age et de tous ces trucs-là, quoi. Et en fait, dans ces courants spirituels, j'ai trouvé bah, des gens qui, comme moi, considéraient que des choses invisibles, donc imaginaires, pouvaient être réelles. Et je me suis connecté à certaines de ces personnes. Il y en a euh, qui sont encore avec moi sur le chemin aujourd'hui. Euh, et ça m'a permis de me rassurer un petit peu sur le fait que j'étais pas fou, que juste je vivais quelque chose où voilà, je me connectais à l'invisible et je me connectais à ma vérité, en fait, fondamentalement, qui est que bah, pour moi, l'invisible, la fiction, mérite autant de considération que ce qui est visible et matériel. Un peu comme avec le gaming. Dans le gaming, je considérais que ce qui était virtuel méritait autant de considération que ce qui était physique et matériel. Bah là, c'était pareil, mais avec mon imagination. Donc il y a un nouveau truc qui s'est développé parce que ma vie se découpait de nouveau en trois, avec le physique, ce qui se passait, c'est-à-dire je découvre Berlin, je découvre Lisbonne, et j'interagis avec tout un tas de gens qui ont rien à voir avec les gens que j'ai eu l'habitude de voir, et qui me demandent de redécouvrir qui je suis quand je parle une autre langue, quand j'ai des nouveaux centres d'intérêt que j'avais jamais développés avant, enfin, vraiment une espèce de reset total sur qui je suis physiquement dans mon corps. Salut les amis, tu vois. Et en même temps, il y avait toujours le virtuel, euh, mais j'étais plus présent sur Internet, je faisais plus de start-up, je travaillais toujours pour quelques clients en freelance histoire de gagner de l'argent, et j'ai comblé mes lacunes notamment en légal et tout en travaillant avec des cabinets d'avocats, et en prenant conscience aussi de la beauté du droit, du légal, et de comment ça peut te protéger dans des situations où tu peux être en danger, etc. etc. Et cetera. Et donc, pendant tout ce temps-là, si tu veux, je vis dans le virtuel, mais un peu sporadiquement, et surtout, je travaille vraiment mon imaginaire, quoi. Je travaille mon imaginaire, et je commence à développer le monde dans lequel cet avatar vit. Et donc, c'est pas quelque chose que je crée
parce qu'il faut le créer, c'est plutôt quelque chose qui est là, qui est présent, que je vois et je le dessine. C'est plutôt un travail de presque d'archéologie, tu vois, je redécouvre qui je suis, quoi. Je redécouvre, voilà, il y a un monde virtuel avec des planètes, des personnages, etc. Mais j'ai pas l'impression nécessairement d'être en train de le créer, j'ai plus l'impression d'être en train de le découvrir à mesure que je le matérialise dans des dessins, dans des textes, dans des vidéos, dans plein de choses, tu vois. Et en fait, bah, il y a un moment où ces deux trucs-là, cette personnalité que j'ai développée à l'international, bon, j'ai appris à parler anglais, etc. Donc j'ai découvert plein de choses et ça m'a ouvert l'esprit de fou de voir des gens qui ont rien à voir. Mais il y a un moment où ce milieu de d'athées extrémistes qui me disaient constamment que j'étais fou, bah, c'était plus possible pour moi. Et, euh, et donc je suis parti. Une fois de plus, j'ai quitté ce milieu-là et c'est là que j'ai rencontré ma compagne actuelle. Et ma compagne actuelle, que je vous présenterai incessamment sous peu en stream ou en interview ou tout ça, c'est avec elle que j'ai pu commencer à lui raconter ce que je vivais, quoi. J'ai pu commencer à lui dire, bah en fait, depuis le début, il y a un monde imaginaire derrière mon écran et je le découvre et il y a tel et tel personnage, c'est tout un délire et tout. Et elle était en mode, ah ouais, c'est trop bien et tout, c'est génial. Et là où j'avais été, à part quelques personnes online, tu vois, avec qui j'ai pu échanger, que je vous présenterai aussi à l'occasion, qui me disait oui, bah oui, je comprends totalement ce que tu veux dire. Là, j'avais enfin quelqu'un en face de moi qui m'aimait, en fait, dans mon intégralité, quoi. Dans mon intégralité, c'est-à-dire avec mon imagination, avec mon monde imaginaire, avec. Enfin, pas seulement parce que j'avais accompli des trucs, ou parce que j'étais fort en business, ou parce que je sais pas quoi, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je pouvais être 100% de moi-même et enfin, l'idée de me traiter de fou était inconcevable pour elle en fait. Et moi j'étais en mode mais comment c'est possible, tu vois, genre parce que même moi j'y croyais. Même moi je me disais j'étais fou et tout, tu vois. Donc donc en fait non, là j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'étais en mode ah bah non en fait je suis pas fou, je suis juste en train de vivre mon truc, c'est ma life quoi, hein, c'est comme ça. Et donc ça c'était l'année dernière quand je suis rentré en France et quand j'ai fait la dernière vidéo qu'il y a sur ma chaîne et où je me suis renommé en Walt. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur la vision, en me disant, ok, il y a un monde virtuel, ok, je vis ma vie comme un jeu vidéo, ok, j'ai envie de continuer à faire du business, ok, j'ai envie de continuer à faire du gaming, j'ai envie de prendre en fait toutes les parties de moi que j'ai pu explorer pendant ma vie, et je veux les combiner dans un seul et même projet. Et donc ça m'a pris presque un an, enfin un peu plus d'un an même, avant de pouvoir en arriver là. Entre la vidéo que j'ai faite où je dis je quitte Lisbonne, blablabla, et maintenant, où là je suis prêt à vous présenter tous ces projets et à vous dire voilà, je sais comment on va faire pour transformer la vie en jeu vidéo à grande échelle et que ce soit un délire. J'ai mis un an, plus d'un an même, un an et 2 mois. Et pendant un an et 2 mois, ça n'a été que de l'exploration de l'imaginaire en vue de me représenter à vous euh, avec un rythme un peu plus élevé. C'est-à-dire, voilà, je vais faire des vidéos sur YouTube, je vais faire des streams sur Twitch, je vais publier sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn aussi. Enfin voilà, le but c'est vraiment de partager mon message euh, et de partager mes différents projets pour matérialiser le jeu vidéo de la vie dans le physique et dans le réel, et qu'on puisse jouer à la Terre comme une console de jeu, et qu'on joue avec nos corps humains, qu'on joue avec des avatars, et qui se mélangent. Et comme les technologies elles sont déjà là, franchement, c'est faisable. Donc, tout ce chemin-là, même s'il a été très dur et très compliqué, et que il m'a il m'a fracassé la tronche, quoi, globalement, euh, bah, il fait aussi ma plus grande force. Il fait aussi ma plus grande force, et je pense que c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Euh, c'est parce que j'avais envie de vous partager cette réalité émotionnelle à ce stade, où je commence à peine à toucher du doigt le fait que bah, toutes ces expériences qui m'ont vraiment fait beaucoup de mal,
font aujourd'hui ma plus grande force et me permettent de construire ce que j'ai envie de construire. Je veux plus mentir, je veux plus faire semblant, je veux plus me préoccuper du regard des autres. S'il y a des gens qui trouvent que ce que je fais c'est cool, que ce qu'on fait en tant que collectif c'est cool, bah tant mieux. S'il y a des gens qui trouvent que c'est de la merde, bah tant pis. De toute façon, quand je me suis séparé de mes cercles internationaux qui me disaient que j'étais fou, bah c'était la même chose. Malheureusement, j'ai pas perdu que ces potes-là dans le process. Des gens qui ont continué à me dire que j'étais fou, mais il y en a eu d'autres. Et bah, je les ai fait sortir de ma vie, fondamentalement. Parce que bah, je ne peux pas me permettre, par respect pour moi-même, d'être entouré de gens qui me disent constamment que je suis fou et complètement allumé. Que je sois complètement allumé, je veux bien le croire. Genre, voilà, moi ça me va. Coucou, je suis allumé. Super, let's go. Mais que j'ai des gens autour de moi tout le temps qui me disent que je suis fou, c'est non. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je ferai plus de compromis et que bah aujourd'hui j'en suis à ce stade-là où je sais qu'on va pouvoir matérialiser le jeu vidéo de la vie. Je sais qu'on va y arriver. Je sais que fondamentalement c'est un peu écrit, même si je sais pas comment exactement ça va se passer, parce que je pense que ça va être encore plus surprenant que ce que j'imagine. Mais en tous les cas, ça va se faire. Ça va le faire, on va transformer la Terre en console de jeu et les gamers vont pouvoir sortir de leur monde virtuel et jouer sur Terre. Il y a des intentions que j'ai posées qui sont très très puissantes. Hein. C'est on lève notre cul et on va jouer dehors. On code une matrice pour jouer à la Terre sur nos PC avec les joueurs qui jouent dehors et on se reconnecte à la vie. On sauve le monde parce que c'est ça qu'on fait depuis qu'on est né, depuis qu'on est petit. Il va être temps de se réveiller. Moi je suis bien réveillé. J'ai toute mon imagination. J'ai toute ma déterre. J'ai tous mes skills business, entrepreneuriaux dans ma sacoche. Je suis bien entouré. J'ai des gens que je vais vous présenter qui sont incroyablement forts et passionnés par ce qu'ils font, qui sont des alliés de taille dans ce qu'on va matérialiser avec le jeu vidéo de la vie. Je suis vraiment très excité de vous présenter tout ça. Ça va être trop bien. Mais j'avais besoin de vous parler un peu de moi avant tout ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça dure un peu moins d'une heure au final. Je suis content d'avoir pu partager ça avec vous. Voilà. La suite des événements, elle se passe sur Twitch, sur YouTube, un petit peu partout. Je vais publier et puis les gens vont venir. Il y a plein de projets et j'ai très envie de vous partager tout ça. Ça va être trop stylé. Allez, salut!